Et on répond à toutes vos questions à présent, des questions que vous pouvez nous envoyer sur notre site internet bfmbusiness.com ou bien encore par mail intégral placement au pluriel bfmbusiness.fr ou bien également sur les réseaux sociaux @intplacement. Questions auxquelles on répond avec Frédéric Durand-Bazin qui est resté avec nous. On est parti Frédéric ? C'est parti. On répond d'abord à Yvon qui nous a écrit par courrier, qui s'intéresse à ce qui peut arriver au bien qu'il met dans sa banque. En clair, il a des pièces d'or dans le coffre de sa banque et il se demande que se passe-t-il si elle fait faillite. Est-ce qu'il pourra toujours avoir accès à son coffre pour récupérer ses pièces d'or ? Alors, cette question est intéressante parce qu'en fait elle fait écho à une rumeur qui a eu lieu, qui s'est propagée depuis une dizaine de jours où les gens, les épargnants se posent la question de savoir si les banques n'iront pas un peu puiser dans leur propre stock d'or au cas où ils en aient besoin. Ouais. En clair, ouvrir les coffres pour voir ce qu'il y a dedans et se dire tiens là il y a deux Napoléons. On n'a pas compris d'où venait cette rumeur ou cette peur. Bon, alors, je pense qu'il est important de lui tordre un peu le cou et donc de rassurer notre ami auditeur. Bien sûr que non. Toutes les valeurs, tous les objets, toutes les sommes qui sont placées dans les coffres forts des banques continuent à appartenir aux détenteurs du coffre et non pas à la banque. La banque n'a pas le droit d'aller puiser comme ça dans le coffre-fort de ses clients comme bon lui chante. Le mécanisme n'a strictement rien à voir avec le compte bancaire. On y reviendra peut-être juste après. C'est juste un dépôt. La banque est le dépositaire des objets et des sommes qu'on y met. D'ailleurs, même à la limite, la banque elle sait même pas ce qu'il y a dans ses coffres. Parce que de toute façon, elle ne peut pas l'ouvrir en dehors de la présence du détenteur du coffre. Donc le seul risque qui existe, et qui est réel, le seul risque qui existe quand on dépose des valeurs dans un coffre, c'est celui de l'incendie, c'est celui du dégât des eaux et éventuellement c'est celui du cambriolage. Ouais, on se souvient de l'épisode du Crédit Lyonnais, notamment Boulevard des Italiens. Par exemple. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les banques proposent des assurances qui sont liées à la location du coffre. Si jamais le coffre venait à être forcé ou à être détruit par le biais d'un incendie, donc là, vous avez le droit de souscrire une assurance pour garantir vos biens. Donc vous déclarez vos biens et en cas de perte, on vous les remboursera. Enfin, ce sera l'assureur, ce sera pas la banque. Alors, je pense que les gens ont dû faire un amalgame avec les sommes qui sont déposées sur les comptes bancaires. Parce que bien sûr, les sommes qui sont déposées sur les comptes bancaires, la banque, elle s'en sert. Mais elle ne va pas s'en servir pour les spéculer à droite ou à gauche. Elle va s'en servir essentiellement pour accorder des prêts aux entreprises ou des prêts aux particuliers. Donc il y a une sorte de réinjection dans l'économie réelle des dépôts qui sont faits par les clients. En contrepartie, l'État accorde une garantie si jamais la banque venait à faire faillite. Donc si jamais c'était le cas, c'est quand même pas arrivé depuis, ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu de faillite bancaire française, les sommes sont garanties à hauteur de 100 000 € par dépositaire et par établissement bancaire. Voilà. Mais pour l'or, c'est infini. L'or qu'on dépose en banque. C'est pas que pour l'or, c'est pour tout ce qu'on a dans le coffre. Vous mettez vos papiers précieux, vous mettez vos actes de vente, vous mettez, alors on peut y placer ses actions parce que c'est dématérialisé depuis belle lurette. Ses montres. Mais vous y mettez vos montres de collection, l'argenterie, les bijoux de famille, enfin bon bref, tout ça, la banque ne peut pas aller taper dedans. Eh bien voilà, ils vont. Elle n'a même pas les clés. Soyez rassurés sur ce que vous mettez dans votre coffre. Alors là, on a une question qui nous vient du Jura, c'est la région de Cédric, le Jura. Question d'Aline qui nous écrit de Nantua. Je suis en train de divorcer, nous voulons vendre notre maison. Est-il préférable de la vendre avant notre divorce ou plutôt d'attendre que le divorce soit prononcé ? J'ai envie de dire d'abord, tout dépend de la façon dont vous vous entendez avec votre futur ex-conjoint. Si vous vous entendez encore bien, si c'est un divorce qui se passe à l'amiable, qui se passe bien, oui, vous avez tout intérêt à vendre le bien dont vous ne voulez plus avant le divorce. Pourquoi ? Tout simplement, vous allez échapper à ce qu'on appelle le droit de partage, et qui quand même s'élève à 2,50% du montant du bien partagé. Donc l'économie est quand même assez substantielle. Par contre, il y a plusieurs conditions pour échapper à ce droit. Donc la première, c'est que, et la plus essentielle en matière de divorce, c'est que ce partage, enfin, cette vente avant divorce ne fasse pas l'objet d'un écrit. Il faut que ça se passe en bonne intelligence et en négociant de manière intelligente avec votre conjoint, votre futur ex-conjoint, mais surtout ne formalisez pas l'acte. Parce que si vous commencez par formaliser l'acte,
et que vous vous y référez en cas de problème, le fisc aura le droit de dire oui, ben effectivement, là, il y a un partage de la communauté et donc on va vous taxer à hauteur de 2,50%. Donc clairement, on vend la maison, on se partage la somme tranquillement. Oui, on le fait de manière informelle. Hein. Vous vous mettez d'accord, 50% chacun, 40-60 en fonction des apports. Enfin bref, vous faites votre petite cuisine, mais surtout en dehors du fisc. Et si je vous donne ce conseil, c'est pas toujours facile quand même. Non, mais si je vous donne ce conseil et si je vous dis en dehors du fisc, c'est parce qu'il n'y a pas d'abus de droit. Et ça, le fisc l'a déjà dit. Si vous le faites de manière informelle avant le divorce, le fisc n'ira jamais remettre en question ce partage. Donc il n'y a pas de risque fiscal. Voilà, et c'est le plus important. Parce que jamais on irait conseiller aux gens d'aller magouiller derrière le dos du fisc. Hein. Non, jamais. Non, jamais. Romain, à présent, qui nous écrit de Nantes, il cherche un prêt immobilier, il s'interroge sur les frais qui sont intégrés dans le taux effectif global, le fameux TEG, communiqué de façon réglementaire, si je ne m'abuse, par les banques. Certains frais sont intégrés, d'autres pas. Est-ce que c'est normal? C'est vrai que tout le monde fait un peu sa sauce. Hein. Alors, tout le monde fait ça, sauf que le taux effectif global, c'est un taux qui est réglementé. Vous avez toujours le conseil pour vous dire oui, mais il veut rien dire, il faudrait mieux regarder celui-là. Non, la banque a l'obligation aujourd'hui d'indiquer un taux effectif global dès lors qu'elle émet une offre de prêt. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce qui rentre dans le TEG. Donc il y a bien entendu le taux du crédit proprement dit, l'assurance et tous les frais obligatoires pour obtenir le prêt. Donc bien entendu, comme vous le dites, Cédric, il y a le taux de l'assurance, il y a les frais de dossier, si jamais il y en a, il y a les diverses commissions, si jamais vous passez par un intermédiaire, il y a les différentes rémunérations, si vous passez par un mandataire. Donc tout ça doit être intégré dans le taux effectif global. Il y a d'autres éléments qui doivent également y figurer. La caution bancaire, si vous passez notamment par le crédit logement, la souscription de parts sociales de banques mutualistes, cette souscription est parfois obligatoire quand vous souscrivez un crédit immobilier. Et bon, l'assurance emprunteur, on l'a dit. Pourquoi il y a un TEG aujourd'hui? C'est peut-être ça aussi la question qu'il faut se poser. Il y a un TEG pour deux raisons. La première, c'est que les banques n'ont pas le droit de proposer un taux effectif global qui soit supérieur au taux de l'usure. Donc c'est un moyen de vérifier que la banque est bien dans les clous. Et la deuxième cause, et ça c'est pour les emprunteurs, c'est de pouvoir comparer facilement entre toutes les offres bancaires les différentes propositions qu'on lui fait. Oui. Ça apporte de la lisibilité. Ça apporte de la lisibilité et de la sécurité. Parce que si le TEG communiqué est erroné, sachez qu'il y a des sanctions pour la banque. La sanction, elle peut aller jusqu'à la déchéance totale des intérêts. On a une décision récente de la Cour de casse qui a dit là en l'espèce toutes les obligations n'étaient pas remplies, donc on vous déchoit de vos intérêts, on les remplace par le taux d'intérêt légal. Le taux d'intérêt légal, rappelons que l'an dernier c'était 0,71 et que cette année, il n'est pas encore connu, mais si la règle de calcul sont validées, il sera de 0,04%. Donc c'est quasiment du crédit gratuit. Ouais. Pas mal. Et ben voilà, la réponse pour Romain qui s'est interrogé sur son TEG. Vous restez avec nous Frédéric, on va continuer de répondre à nos téléspectateurs dans un instant, juste après l'essentiel de l'info sur BFM Business avec Sophie Tussaud. Bonjour Sophie. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Jean-Marc Ayrault dément toute cacophonie au gouvernement. Une mise au point après les différents sons de cloche concernant les prévisions de croissance. Laurent Fabius a déclaré ce matin qu'elle pourrait être abaissée à 0,2 ou 0,3%. Bercy a réagi dans la matinée aux déclarations du ministre des Affaires étrangères et assuré que la nouvelle prévision de croissance pour 2013 n'était pas encore arrêtée. François Hollande en Grèce, le président apporte son soutien à ce pays en crise. L'objectif de ce déplacement est de promouvoir une politique de croissance contre l'austérité sans fin. Les 300 salariés de Spanghero sont retournés au travail ce matin à Castelnaudary. Le scandale de la viande de cheval continue. Nestlé et Lidl ont dû retirer de la vente dans plusieurs pays européens des plats présentés comme cuisinés au bœuf. Un comité interministériel à Matignon sur la banlieue. Le gouvernement a pris 27 mesures en faveur des quartiers difficiles, des mesures en matière d'emploi, d'éducation ou de rénovation urbaine. Merci Sophie, on vous retrouvera dans un petit quart d'heure pour un prochain point. À tout à l'heure. Le CAC 40 progresse toujours. En ce mardi 19 février, on gagne 1%, 3703 points précisément.
Intégral Placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer sur BFM Business. On continue de vous répondre très concrètement. Une question de Denis qui nous écrit sur notre site bfmbusiness.com. Denis s'interroge à propos de son PEA qui a plus de 8 ans. Comment calcule-t-on le montant des sommes dues au titre des contributions sociales lors d'un retrait partiel sur un PEA de plus de 8 ans? Voilà sa question. Eh ben, Denis, j'ai envie de dire bon courage, parce que alors franchement, le calcul des contributions sociales sur le PEA, il est pas des plus simples. Ce qu'il faut savoir, c'est que les contributions sociales, elles ont évolué avec le temps. On sait qu'au tout début, on a commencé avec 0,5. Aujourd'hui, on est à 15,5. Et cette progression s'est faite sur une dizaine d'années. Donc il y a différentes comme ça périodes au cours desquelles les taux ont augmenté. Alors quand on est dans le cadre d'un produit comme le PEA, qu'est-ce que va faire le banquier, a priori, quand vous faites un retrait? Il va regarder, il va prendre des photographies en fait, de la situation de votre plan. Pendant chaque période, il y en a 6 ou 7. Il va dire, ben voilà, votre plan avant, pendant cette période, il a augmenté de 12%, là ça a baissé de 5, là ça a augmenté de 8, etc. etc. Et il va appliquer les différents taux applicables à ces différentes époques, à ces variations. Et au final, il va vous sortir un montant de CSG. Alors si vous voulez vérifier, c'est quasiment impossible. Sacrée gymnastique. Là. C'est une gymnastique absolument incroyable. Et la situation est encore plus compliquée lorsque vous faites un retrait partiel. Parce que là, il va falloir faire une règle de 3. Donc si vous retirez 50% de votre épargne, de votre plan de votre PEA, en fait, on va calculer ça sur la moitié. Il faut retirer 40%, etc. Donc c'est une gymnastique qui est extrêmement compliquée et même les banques parfois arrivent à s'y tromper. Parce que j'allais dire, on peut faire confiance au moins à sa banque quand elle prend un chiffre. Si on peut pas faire a priori, oui, faisons confiance aux banques, mais quand même, on a bien vu par le passé que des fois, leur logiciel ne fonctionnait pas tellement bien et qu'ils appliquaient systématiquement le dernier taux à l'ensemble de l'épargne, ce qui n'est pas toujours favorable à l'épargnant. Oui. Si je paye des contributions sociales excessives et que je me rends compte avec du retard, avec quelques années de retard, est-ce que je peux me retourner contre ma banque ? Alors contre la banque, je ne sais pas. En tout cas, contre le fisc, oui, parce que vous avez trop payé. Donc vous allez intenter une action auprès de la banque, une action qu'on appelle la répétition de l'indu. C'est-à-dire qu'on va vous rendre ce que vous avez payé en trop. Mais encore faut-il arriver à prouver qu'effectivement le mode de calcul n'avait pas été le bon. Donc on revient aux écueils précédents. Ce qui veut dire qu'il faut que vous demandiez à votre banque systématiquement un état de votre PEA aux différentes dates qu'on a indiquées tout à l'heure. Elle n'est pas toujours en mesure de le faire parce qu'elle n'a pas forcément mis à jour ses logiciels. Et bien voilà pour le casse-tête des cotisations sociales sur les PEA. Mariette est à Arles, elle a plus de 60 ans et elle souhaite se rapprocher de ses enfants. Ils peuvent lui louer un studio comme résidence principale et elle garderait sa maison d'origine comme résidence secondaire. Est-ce que de cet appartement, ses enfants peuvent déduire les intérêts et les frais de leur impôt? En clair, considérer cette location comme une location à un autre individu, même si c'est leur mère. Alors, il faut d'abord regarder quelle est la situation de ce fameux studio. Est-ce que les parents de Mariette l'ont acheté dans le cadre d'un dispositif fiscal? Est-ce qu'ils l'ont acheté dans le cadre du cellier, par exemple? Ou est-ce qu'ils vont l'acheter dans le cadre du Robien? Est-ce qu'ils l'ont acheté dans le cadre du Robien dans les années précédentes? Est-ce qu'ils vont l'acheter dans le cadre du Duflot à partir d'aujourd'hui? Parce qu'on n'a pas toujours le droit de louer à ses proches. On n'a pas toujours le droit de louer à ses ascendants ou à ses descendants. Donc il faut d'abord regarder dans quel régime on est. Dans le cadre du cellier, on avait le droit de louer à ses enfants ou à ses parents à partir du moment où ils ne figuraient pas dans le même foyer fiscal. Dans le cadre du Duflot, on n'aura plus le droit. Dans le cadre du Borloo et du Robien, on a le droit, mais pas toujours. Enfin bon, bref. Donc c'est la première chose à regarder. Dans quel régime fiscal ils sont? Alors, si c'est un appartement ancien, donc, pour lequel ils ne bénéficient d'aucun régime fiscal particulier, bien sûr qu'ils ont le droit de louer à qui ils veulent. Et à leur mère, encore plus. La seule chose à laquelle il faut qu'ils fassent attention, c'est qu'ils réclament à leur mère un loyer qui soit dans les conditions de marché. Si ils lui demandent un loyer très faible, voire pas de loyer du tout, là ils ne pourront pas déduire de leur revenu foncier tous les frais afférents à ce logement. Ils ne pourront pas déduire les intérêts de l'emprunt qu'ils ont souscrit pour acheter le bien. Ils ne pourront pas déduire les frais de réparation, les frais d'entretien. Parce que c'est la contrepartie de la perception de loyer au tarif normal. Et si le fisc en plus s'en rend compte, il est fort probable qu'il redresse le montant des loyers en disant d'accord, vous avez loué le bien pour, mettons, 150 €, mais le prix du marché c'est 300 €. Donc moi je vais vous imposer sur 300, même si vous en avez perçu que 150. Ah oui.
Donc ça c'est un élément à vraiment prendre en compte. La dernière solution ou le dernier cas d'espèce, c'est est-ce que Mariette est en situation financière fragile. Donc ça veut dire est-ce que ces enfants, en lui mettant un bien à disposition, vont remplir leur obligation alimentaire. Vous savez que on a une obligation alimentaire envers ses enfants, mais on l'a également envers ses parents vivants. Donc si ça rentre difficile à plaider si elle garde une résidence secondaire, non? C'est difficile à plaider, effectivement, si elle garde sa résidence secondaire. Ouais. D'ailleurs, c'est même quasiment impossible. Donc, si elle se rapproche de ses enfants, qu'elle vend sa résidence secondaire parce qu'elle ne peut plus supporter les frais afférents à ce bien-là, et que ça rentre dans le cadre de l'obligation alimentaire, oui, les enfants pourront déduire les frais afférents à cette mise à disposition, donc y compris les intérêts de l'emprunt. Eh bien voilà, attention, c'est un dossier à étudier, effectivement. Je crois que le temps imparti est terminé, Guillaume. Ah oui, il nous reste 9 secondes, mais bon, on n'aura pas le temps de répondre à la moindre question en 9 secondes. Merci Frédéric. Un grand merci. On vous retrouvera la semaine prochaine, mardi prochain, pour d'autres réponses à nos téléspectateurs. Et on rappelle, vous êtes rédacteur en chef du magazine Le Particulier. Que voici le numéro du mois de février, tout rose, et bientôt le numéro du mois de mars. Il sera tout bleu. Eh ben voilà, on va l'acheter. Voilà. Rien que pour ça. Bleu. Mais il faut attendre encore 15 jours. Hein. Ah oui. Oui. Ah oui, c'est pas encore le mois de mars. Non, Sauf Marcel. Sauf Marcel. Plus 0,98% pour le CAC. BFM Business, numéro 1 sur l'économie.